pouvoir devant le Conseil d'État en langue bretonne. Le Conseil d'État, bien entendu, a refusé le recours irrecevable parce que précisément n'était pas libellé en langue française. Bon, je ne suis pas un peu dans cette situation aujourd'hui. Je sais très bien que le tribunal administratif, pendant un certain temps, recevait des recours pour ses pouvoirs en langue française, et puis, à un certain moment, il a rendu un arrêt célèbre, l'arrêt Gilbert tunisien, parce que c'est comme ça se passe toujours comme ça, et donc il a refusé d'accepter ce recours pour excès de pouvoir. Mais devant cette assistance de gens éduqués et formés et qui parlent pratiquement les deux langues, et je dirais même que pour plusieurs d'entre vous, vous parlez même une troisième langue. Il est bon d'amalgamer un peu et de changer peut-être de langue. C'est très très bon, c'est très enrichissant. Donc, et comme cela s'est pratiqué pendant cette journée et demie, qui est très réussie à mon avis, et bien donc voilà, au moins au départ ça a été en langue arabe, je vais conclure en langue française. Avant de vous raconter une histoire, l'histoire de constitution et administration, parce que c'est une véritable histoire. Histoire qui dépasse la constitution et l'administration proprement dit, mais c'est l'histoire de la Révolution. Et je voudrais d'abord faire remarquer, au début c'était administration et constitution, puis après c'est devenu constitution et administration. J'ai entendu beaucoup d'intervenants ne pas parler d'administration, parler de droit administratif. J'ai entendu aussi parfois des expressions telles qu'un droit constitutionnel administratif, ou bien un droit administratif constitutionnel. Alors il y a un peu un véritable aéropage, je le comprends parfaitement bien, et que donc ce genre de dégression n'est pas mauvais en soi, ou c'est pas une erreur, c'est tout simplement que la question, elle est complexe sur le plan de l'appréciation épistémologique, je dirais, qu'elle vous commande un peu d'aller parfois avec un souci de précision extrême, de sortir du sens de l'administration et aller dans le droit administratif. On a parlé des fondements administratifs, des fondements constitutionnels du droit administratif, etc. etc. Donc, ceci étant, ne vous offusquez pas si jamais vous voyez que moi-même, peut-être, je fais peut-être parfois appel à d'autres notions qui sont voisines. Mais je resterai axé, peut-être que par exemple, au lieu de parler de l'administration, on parle du service public, mais enfin, on est toujours dans l'administration. Alors, je commence par l'histoire. Un jeune marchand ambulant qui vend des fruits et légumes a eu une altercation avec un préposé de l'administration parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre d'obligations et de réglementations, et ça a tourné finalement à une forme d'agression. L'histoire dira qu'elle était réelle, ça ne l'était pas, et qui a entraîné à cette personne-là, précisément, cette tragique fin. Il a terminé par s'immoler par le feu, engager le pays dans une révolution le 17 décembre 2010. J'ai entendu beaucoup qui en parlaient au début pour dire que l'administration est présente dans notre vie quotidiennement et que s'il y a vraiment quelque chose qui doit faire son entrée dans la Constitution, c'est bien celle-là avec laquelle le citoyen a un rapport quotidien. Et voilà comment, finalement, la Constitution du 27 janvier 2014, au début, c'était une altercation entre un citoyen et l'administration. C'est-à-dire, pour arriver là, imaginez un peu toute cette... Et donc, je dirais même que, quand vous lirez la Constitution, quand vous la lisez, la Constitution, dès son introduction, dès son préambule, vous ne trouvez que des choses qui sont véritablement la réponse à un fait divers qui aurait pu ne pas avoir de lendemain. D'autres cas pareils se sont posés. Et ici, l'administration est apparue finalement sous un visage extrêmement négatif, tyrannique, répréhensible, corrompu,
tout le monde s'est mis à parler. Après, vous vous souvenez, si jamais la soudoyée, peut-être le problème était résolu, voilà l'administration que nous avons, et ainsi de suite. Alors, c'était véritablement haro sur l'administration. Et nous avons vécu pratiquement toute cette période, vous vous souvenez, que des administrations publiques ont été saccagées, que des fonctionnaires n'osaient plus sortir, que des agents publics, notamment ceux qui étaient dans des postes qui sont sécuritaires, etc., pratiquement disparaissaient de la circulation, par peur de la vindicte populaire, et l'État, avec son administration, finalement, a disparu, alors que, paradoxalement, vous vous souvenez très très bien, et nous l'avons dit au début, certains d'entre nous m'ont dit, que l'administration n'eût été l'administration, le pays ne serait pas resté debout. Regardez le paradoxe. L'administration décriée, conspuée, mais d'un autre côté, l'administration qui est là debout pour permettre à l'État de survivre. Et donc, elle a en quelque sorte deux faces. Une face vertueuse et une face répréhensible. En face de cette administration sur laquelle je reviendrai, nous allons trouver précisément des citoyens qui, en plus de cette situation de Mohamed Bouazizi, qui a été effectivement l'étincelle qui a fait pratiquement provoquer précisément cette révolution, eh bien, les citoyens, d'une manière générale, à la fin de la période d'avant la Révolution, avaient assez souvent une impression qui était extrêmement négative sur l'administration, du fait de la corruption, du fait de certains agissements multiples qui se sont accumulés et qui finalement donnaient une véritable vision négative. Je ne voudrais pas, bien entendu, dire aujourd'hui que l'administration tunisienne était mauvaise à ce point, mais il y avait un grand malaise administratif. On a vécu des périodes de différents ministères de la réforme administrative. On a vécu une véritable réforme de l'administration, un plan de mise à niveau de l'administration. Nous avons des bureaux qui sont dans chaque ministère de relations avec le citoyen. Nous avons un médiateur, Mouafak Ideri, pour régler les problèmes. Nous avons une juridiction administrative. Nous avons Mouaten Raqib. Et le Mouaten apparaît précisément. Et si bien que, finalement, dans toute société, probablement, ce qu'il faudrait retenir quand on parle de pouvoir, j'ai envie de parler plutôt de citoyens face à l'administration. C'est ça, finalement, la chose la plus apparente et la plus importante dans un État déterminé. C'est ce contact entre le citoyen et les citoyens que nous sommes et l'administration que vous connaissez. Ici même, si jamais le secrétaire général vient de dire que le temps est terminé, que nous devons sortir, ou bien le doyen, bon, le doyen c'est un collègue, donc on est obligé de tempérer, ou bien de rentrer en querelle avec lui, et finalement, et on se trouve devant la justice pénale en plus. Vous imaginez. Donc, vous voyez très très bien, et c'est ce genre de friction quotidienne qui existent précisément et qui font que la question de l'administration est essentielle et fondamentale. Administration d'un côté, citoyen de l'autre. C'est précisément sur ça que je voudrais axer cette intervention. D'autant plus que je suis un peu encouragé à le faire. Il y a très longtemps, le professeur Rivero avait écrit un article dans lequel il disait la chose suivante. Nous sommes devenus citoyens sur le plan politique, nous sommes restés sujets sur le plan administratif. Donc, ce n'est pas propre à la Tunisie, c'est dans un pays quand même qui est relativement développé, mais ils sentent le poids de l'administration, etc. Et ça, c'est dans un pays. On imagine un peu la situation si jamais on la transposait ici. Alors, la constitution tunisienne, et celle-là en particulier, bien entendu, on passe de celle du 27 janvier, c'est une constitution dans la trame, finalement, et
et précisément de répondre à ce souci. Je suis extrêmement ébloui, j'ai été extrêmement ébloui par la qualité des interventions qui ont été faites, jusqu'à ces dernières interventions qui ont été extraordinaires. Mais elles ont été toutes bonnes. Et la conclusion que j'ai tirée, c'est que finalement, peut-être il n'y a pas un seul article de la Constitution dans lequel on ne trouve pas l'administration. Même si ce n'est pas d'une manière directe, mais pratiquement elle existe quelque part dans cette disposition. Vous pouvez toujours trouver un lien. Parce que finalement, la Constitution, c'est quoi? Si ce n'est cet encadrement juridique des phénomènes politiques, et quand vous prenez le politique, vous trouvez bien entendu qu'il y a le pouvoir exécutif, législatif, derrière eux, il y a une administration, c'est elle véritablement qui est le plus concernée par cette régulation qui est censée être faite par la Constitution. Nous avons donc pratiquement deux idées sur lesquelles je voudrais axer mon intervention. C'est que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, je ne citerai pas de nom. J'ai envie de dire qu'ils ont été, comme je l'ai bien indiqué, pratiquement en fait des études extrêmement remarquables sur le sens précisément de tous les articles. Je n'aurai pas le temps de repasser, de ressasser tous les articles ou de les prendre un à un. Si ce n'est l'article 15 qui est quand même assez important, je dirais, et qui justifie la question qui a été posée tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux, comment pourrais-je résumer un peu ces interventions au regard précisément de cette question entre l'administration d'un côté et le citoyen ou la citoyenneté de l'autre? C'est une mission impossible. Mais impossible n'est pas tunisien. J'y crois, moi, personnellement. Il ne faut jamais baisser les bras et nous allons réussir. Donc, la Constitution, pour moi, elle a d'abord commencé par poser les bases de la citoyenneté face à l'administration. Donc, je parlerai donc des bases constitutionnelles de la citoyenneté administrative. C'est une véritable citoyenneté administrative, le citoyen face à l'administration. Et puis, en plus, par la suite, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas suffisamment de garanties pour que cette citoyenneté administrative soit réellement en mesure de pouvoir fonctionner. Et donc, la Constitution a prévu un certain nombre de garanties pour assurer précisément cette citoyenneté administrative. Et c'est un peu ce que j'ai pratiquement relevé de toutes les idées qui ont été dégagées. Chacun se trouvait parmi les intervenants, soit dans la première partie, soit dans la seconde partie. Parfois, une même intervention pouvait alimenter la première et en même temps alimenter la seconde. Mais ça s'articulait autour de ça. Et lorsque nous savons que la Constitution, finalement, ce n'est pas la description du fonctionnement des pouvoirs, c'est vrai, la séparation des pouvoirs, comme les descriptions, le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, mais l'objectif qui est poursuivi, c'est celui d'assurer la liberté et les droits. S'il y a séparation des pouvoirs, c'est parce que précisément, sans séparation de pouvoir, il ne peut pas y avoir de garantie pour les droits et pour les libertés. Ce qui est recherché par la Constitution, c'est finalement, essentiellement, au-delà de la description des institutions, pour arriver au bout à assurer les droits et la liberté des citoyens. Et parfois, pas seulement des citoyens, tous les individus qui existent dans un pays. Ce n'est pas forcément attaché à la nationalité ou à la citoyenneté. Enfin, disons que nous allons parler un peu de la citoyenneté. Donc, c'est pour cela que j'ai accordé à la notion de la citoyenneté en rapport avec l'administration. J'ai fait un couple, en quelque sorte, inséparable et qui peut avoir des relations tumultueuses parfois, mais bénéfiques et bienfaisantes, parce que nous avons besoin de l'administration. Et donc, elle est un peu dans cette ambivalence. Quand vous prenez la Constitution tunisienne, vous allez trouver la citoyenneté, je ne sais pas, un nombre important du terme citoyen qui revient dans la Constitution et en rapport avec
Alors, la première chose, c'est que c'est une république fondée sur la citoyenneté, l'article 2, il dit. Hein. Et en réalité, quand vous lisez bien la Constitution, vous allez comprendre que le constituant, finalement, peut-être sans le savoir, hein, peut-être le constituant faisait de la preuve sans le savoir, il ne pensait pas comme ça, mais c'est quelque chose qui lui est pratiquement imposé par la réalité des réclamations, des demandes et des attentes de cette période. Et donc il répondait. D'abord, il doit passer de cette idée que ce n'est pas un sujet, le tunisien, mais c'est un citoyen. Et le citoyen dont on parle dans la Constitution, on parle d'un citoyen, mais on ne parle pas d'un croyant. Laissons le premier, le second, celui des croyants. Maintenant, on va le faire passer. Comment on va le passer de ce statut de sujet vers un statut de citoyen? Et c'est ça la réponse. Et on va poser les bases constitutionnelles pour cela. Et là, je dis qu'il y a une fondation d'une nouvelle citoyenneté. Il y a fondation d'un service public au service du citoyen. Et il y a la fondation d'une administration citoyenne. La fondation d'une nouvelle citoyenneté. Quand vous lisez le préambule, vous allez trouver la rupture avec la tyrannie, vous trouvez la mention de la démocratie participative, vous trouvez la mention de la bonne gouvernance, le tout échafaudé par l'état de droit. Toutes ces notions, tous ces concepts participent à cette idée d'assurer véritablement la citoyenneté. Dans le préambule, il est dit « par fierté pour la lutte de notre peuple afin d'accéder à l'indépendance et à la construction de l'État, et par suite ». Ça, c'est avant construction de l'État, l'État national, là où la loi d'année. Il n'est pas dans l'avantage par la suite, voilà, c'est là maintenant où nous allons entrer dans le vif du sujet, dans la nouvelle Constitution. Pour se débarrasser de la tyrannie, répondant ainsi à sa libre volonté et concrétisant les objectifs de la révolution, de la liberté et de la dignité. Révolution du 17 décembre 2010, 14 janvier 2011, par fidélité au centre de nos valeurs martyrs, etc., etc. Mais, manifestement, c'est une véritable rupture avec une certaine idée de la citoyenneté. Il faut que les choses changent. Et c'est là où, véritablement, nous allons essayer de trouver quels sont ces changements qui ont été apportés. Je ne dis pas que la citoyenneté n'existait pas, je dirais tout simplement un renouvellement de la notion citoyenne. Alors, œuvrant pour un régime républicain démocratique et participatif. La notion de démocratie participative, c'est celle qui valorise précisément la participation du citoyen, et nous l'avons vu. Gouverné par le droit, aussi, dans un état de droit. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire une chose. L'état de droit, c'est une notion qui n'a jamais été acceptée par beaucoup de députés à la Constitution. Comme n'a pas été accepté tout droit international, tous standards internationaux, parce que c'est un genre de sous-marin à introduire pour eux dans la Constitution pour faire transvaser des idées qui nous viennent d'ailleurs. Et le risque, à travers de notions et de concepts pareils, qu'on puisse introduire en quelque sorte un signifiant qui n'est pas forcément adapté à notre authenticité, à notre identité, etc. Et ça, c'est pour cela que vous n'allez pas trouver trace de la notion d'état de droit, dans le canon. Par contre, elle est d'une manière indirecte, comme gouvernée par le droit, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que... Puis par la suite, dans le préambule, neutralité administrative, bonne gouvernance, dans lequel l'État garantit la suprématie de la loi, le respect de la liberté, des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, l'équité, l'égalité, les droits et les devoirs, etc., etc. Moi, tout ça, je le verse précisément dans le crédit de ce statut de l'administration. Il le touche, peut-être il le dépasse, ça peut toucher d'autres secteurs, mais enfin, il est aussi directement lié à nous. Et la question essentielle, aussi la plus importante, pour revenir au début de l'histoire que je vous ai racontée, c'est que c'est à travers la notion de dignité.
la notion de dignité, elle est entrée dans la devise de la République. Et en fait, ce que a introduit la Constitution, c'est une notion de statut de l'homme et du citoyen en rapport avec la dignité. Vous voyez le sens? Le terme dignité, c'est lui qui donne ce plus au citoyen. Il le valorise, c'est-à-dire qu'il doit être digne. Et c'est ça le sens de ce renouvellement de la citoyenneté dans la Constitution nouvelle. Il a donné véritablement les bases, et ce sont des bases constitutionnelles, bien entendu. Et puis, par la suite, alors, nous arrivons à la deuxième idée, qui est la fondation d'un service public au service du citoyen. Et c'est là l'article 15. L'article 15, c'est celui qui est un véritable article fondateur, exceptionnel. Moi, je dis à tous ceux qui font du droit administratif, tous ceux qui s'intéressent à la question du droit administratif et font des cours, ils n'ont plus à chercher les lois de Roland sur le service public. Vous vous souvenez, nous on fait le cours, service public, les 3 principes de Roland. Vous avez des principes dans l'article 15 que vous devez maintenant mettre en valeur et essayer de les interpréter, de leur donner un contenu. Ils contiennent les principes de Roland et ils sont plus que les principes de Roland pour le service public. Écoutons-le. D'abord, une première remarque, c'est que nous avons constitutionnalisé le service public. Le service public a fait son entrée dans la Constitution. Il est dit, je vous lis l'article 15, l'administration publique est au service du citoyen. Donc vous voyez, elle est au service du citoyen, l'administration publique, dans l'article fondateur. Et de l'intérêt général, qui n'est pas la somme des intérêts individuels particuliers, il se trouve au-dessus, mais c'est aussi une abstraction de l'intérêt de la collectivité qui est constituée par les citoyens. Transparence, intégrité, efficacité et redevabilité. Il n'existe pas dans les lois de Roland. Ce sont de nouveaux principes. Et donc, vous avez de la matière nouvelle pour les administrativistes ici présents et pour ceux qui font aussi des choses qui sont à côté. Et là, bien entendu, vous allez vous régaler en le faisant. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit, notamment sur la question de la performance. Je dis, que peut-être elle aurait pu parler d'efficacité plutôt de performance, parce que l'article ici parle d'efficacité. La performance en est une illustration, mais enfin, elle a fait une bonne intervention par ailleurs, et on a compris que c'est ce qu'elle a voulu dire. Mais la performance et l'efficacité, maintenant, c'est quelque chose de managérial. Donc on a l'impression qu'on a une vision de l'administration pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle soit efficace. Il faut qu'elle travaille avec des objectifs. Il faut qu'elle fixe un calendrier. Il faut qu'elle travaille avec célérité et avec rapidité. Il faut que la continuité aussi, au service public. Bref, je ne veux pas entrer dans les détails. Continuité versus présence continue aux heures de travail. Et aussi, pour ne pas dire la vérité, un peu interdire la grève. mais on est sauvé parce que le droit de grève est constitutionnalisé ailleurs. Donc si on vous sort l'article 15 de la continuité, c'est uniquement pendant les heures de travail. Mais le droit de grève, c'est une autre affaire. Alors, transparence versus contre secret administratif, c'est fini. On a perdu l'accès aux documents administratifs, etc. Donc, ça, c'est aussi un autre principe. L'intégrité, c'est contre la corruption. Parce que c'est indiqué ici, l'intégrité est devenue un principe du service public. La redevabilité. Pour dire la vérité, je ne pensais pas à ce point que l'administration n'était pas redevable. Quand je pense que dans l'article 103, nous avons mis que le juge est redevable, on lui a donné tout. Son indépendance, sa liberté, tout ce que vous voulez. Il a pris, bon, deux choses, il faut qu'il soit compétent.
Il faut qu'elle soit redevable. Je ne vous raconte pas. Qu'est-ce qu'on a subi de la part des juges? Pourquoi vous mettez les redevables? Pourquoi vous mettez les compétents? Mais cela va de soi. Si cela va de soi, qu'on le met. Vous voulez avoir tout, mais enfin, écoutez, quand même, vous devez être redevable. Ça ne veut pas dire que la redevabilité, c'est accountability, c'est plus que la responsabilité. Il faut rendre compte. Il faut être à la hauteur de la mission. Et vous n'avez pas peur de pouvoir rendre compte quand vous faites votre travail convenablement. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez aller en appel, en cassation, etc. Le juge, ça arrive. Mais nous ne parlons pas de ça. Et nous parlons de toutes les choses qui n'entrent pas forcément dans les procédures de révision ou d'appel ou de cassation, etc., que nous connaissons traditionnellement dans le fonctionnement de la justice. Donc, voilà un peu ce qui est de ce service public au service du citoyen. Et vous avez une mine d'or dans cet article 15 que vous pouvez exploiter à l'escient, vous pouvez faire des thèses, vous pouvez faire des mémoires, principe par principe, vous pouvez, etc. Le troisième point, c'est la fondation d'une administration citoyenne. J'ai réfléchi longtemps, j'ai dit, est-ce qu'on peut dire administration citoyenne? Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, administration citoyenne, c'est une administration dans laquelle ceux qui décident sont des citoyens. Des instances constitutionnelles indépendantes. Le pouvoir local, avec toute cette décentralisation, avec les collectivités locales, etc., ce sont des gens qui sont élus, ce sont des citoyens, et ce sont eux qui décident. Avec, en plus, on leur a donné un pouvoir réglementaire, on leur a donné un pouvoir de régulation. Ce sont eux qui, finalement, par leur création, on a enlevé des prérogatives et des pouvoirs qui étaient de l'ordre de l'administration classique. Et donc, on a enrichi l'administration par de nouvelles institutions qui, pour certains, peut-être peuvent sembler, j'ai entendu tout à l'heure hier, il était offusqué contre le fait que ces instances leur donnent un pouvoir réglementaire, etc. Mais enfin, nous sommes dans la constitution de Mohamed Barzis, on n'est pas dans l'avant 17 décembre de 2010. Le pays a connu quand même une mutation essentielle et profonde. Appelez-la révolution, appelez-la tripada, dites ce que vous voulez. Pour moi, c'est une révolution. Et ce qui se passe actuellement, effectivement, c'est les relents d'une véritable révolution. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce pouvoir local aussi, il est aussi mis dans la même situation. Et le pouvoir local, avec, je ne vais pas passer en revue, vous l'avez très très bien dit, on a parlé, sur cette idée de... Et j'avais une fois parlé et on m'a dit non, ce n'est pas l'État que nous souhaitons. Je leur ai dit qu'il y a une forme de démembrement de l'administration. Avec les instances constitutionnelles indépendantes qui interviennent. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui intervient dans tout ce qui concerne les élections. Maintenant, c'est fini, il y a une instance et qui a un véritable pouvoir réglementaire. Avant, il y avait la régulation par le ministère de l'Information sur tout ce qui est communication audiovisuelle. Maintenant, il y a cette fameuse ALCA qui est aussi une instance constitutionnelle. Elle peut même prendre des sanctions administratives qui sont extrêmement sévère. Elle est constituée par des gens qui représentent la société civile. Ce n'est pas des gens qui sont nommés, mais pour un temps, avec un système de nomination, etc. C'est une véritable révolution. Vous avez 3 autres aussi qui s'ajoutent, et elles font des enquêtes. La Commission sur les droits de l'homme et des libertés publiques aussi a la possibilité de faire des investigations, tahrir, haqq. Et ces rapports, quand ils sont publiés, ils sont envoyés, etc., ils ont de l'importance. En réalité, ils ont un pouvoir extraordinaire. Pourquoi? Parce que, par cette publication qu'ils font, par cette possibilité de parler, par cette possibilité de venir montrer que l'administration classique est en train de, ou plutôt l'inverse, parce qu'elle n'est pas comme l'administration classique, au contraire, elle est déresponsabilisée. Après tout, elle dit que ce n'est pas malheureusement.
ولا بيجي عند ديزيج ولا بيجي هيكل ولا راه وزير هو يتحمل في المسؤوليه سي با ما فوت vous avez voulu voilà vous avez Naïka, vous voulez la transparence, la participation, vous voulez etc. Voilà, vous avez maintenant c'est pas la peine de venir se plaindre. En tout cas moi je peux rien vous faire. Je parle du ministre. Et voilà un peu les trois premiers. Le deuxième point, c'est les garanties constitutionnelles de la citoyenneté administrative. Garantie constitutionnelle de la citoyenneté administrative, c'est d'abord à travers les droits et libertés qui sont accordés aux citoyens. Et nous avons vu maintenant, vous les avez très très bien présentés, chacun à sa manière et dans le cadre où il a parlé, de cette succession, de cette fameuse idée de trois générations de droits. Nous avons les droits civils et politiques, nous avons les droits économiques et sociaux, nous avons les droits qui sont de la solidarité, de la paix, de droit à l'environnement et de développement, ce sont les quatrièmes. Et puis on a entendu tout à l'heure une cinquième. Là il a parlé tout à l'heure, c'est quoi la cinquième? C'est un droit de l'homme. Quoi? Il y aurait une cinquième vague. Oui, parce que l'homme, malheureusement, il est complètement finalement agressé par les donc maintenant il faudrait le rétablir. C'est un peu en discussion, a-t-elle dit. Alors une étudiante m'a dit qu'est-ce que c'est que ce droit de l'homme qui va revenir en cinquième position maintenant? Je lui dis ça me semble bizarre parce que je pensais qu'il était du début jusqu'à la fin, il est toujours le premier qui est concerné par ses droits. Et donc voilà la situation. Voilà, elle me regarde là-bas et elle lève le pouce, elle est contente de réagir à cette question. Et donc on voit très très bien, tous ces droits précisément ont été garantis. Et garantis par qui? Ils ont été garantis et protégés par une loi organique. À la question qui s'est posée hier, quand on a fait la distinction du domaine de la loi et du domaine règlement, nous trouvons dans la nouvelle Constitution que tous les droits et libertés fondamentaux qui sont dans la Constitution sont du domaine de la loi organique ou de la loi ordinaire. Nous avons introduit la loi organique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez l'intention de prendre des lois pour limiter, il faut que ce soit d'abord une majorité renforcée. Ce n'est pas le pouvoir réglementaire qui va le faire, ce n'est pas le pouvoir, c'est pas la loi ordinaire qui va le faire, ce n'est pas des principes généraux. Donc vous savez comment elle est faite. Vous avez loi et règlement, c'est-à-dire. Et dans les lois, vous avez les lois organiques, les lois ordinaires et les lois ordinaires, mais qui posent des principes fondamentaux, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas au fond des choses. Là, ce sont des lois, c'est-à-dire qu'elles doivent aller jusqu'au bout, et c'est ça la garantie qu'il y a finalement. Et ça, c'est très important. Donc, ça, c'est une première réponse que j'apporte, malheureusement, Olivier n'est pas là aujourd'hui. Donc, c'est dans le domaine de la loi et de le règlement. Et nous constatons une chose, c'est cette valorisation qui s'est faite des droits économiques et sociaux. Et je voudrais apporter une réflexion à Aslan, qui est là devant moi, au sujet du droit au logement opposable. Vous avez dit que ce droit créance n'existe pas et qu'il ne peut pas exister, qu'on ne peut pas forcer précisément l'administration à s'exécuter, etc., etc. Dans une affaire qui s'est produite en Afrique du Sud, 50 citoyens ont demandé un logement sur la base d'une loi et d'un projet qui est prévu. Et il y a le droit au logement décent qui existe dans la Constitution sud-africaine. Et l'affaire échoue à la Cour suprême. La Cour suprême a rendu une décision dans laquelle elle a reconnu le droit à ces 50 personnes d'obtenir un logement de la part de la municipalité en question. Obligation. Pourquoi? Parce que la Constitution prévoyait à ça, il est. Quand on vous dit vous œuvrez à, ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas être contrôlé. La Cour a demandé, donnez-moi comment vous avez œuvré pour. Ils n'ont pas répondu parce qu'ils n'ont rien fait. Alors elle a dit, à ce moment-là, vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas œuvré, présentez-moi, dites-moi, voilà, j'ai fait des projets, ils sont en cours, c'est programmé pour l'année prochaine, pour dans 5 ans. Là, vous aurez donné un contenu.
à cette idée de tasra ilayh, œuvrer pour, ou garantir, ça devient, non, mais il y a un contrôle, parce que si l'administration, dans ce cas, avait présenté en disant qu'ils sont programmés, mais nous avons un plan qui normalement doit aboutir, sûrement la pauvre, elle a dit voilà, ils ont œuvré, ils ont trouvé, etc. Et donc on ne peut pas leur reprocher pour le faire. Donc le contrôle, même dans un pouvoir discrétionnaire, c'est le contrôle minimum en fait que nous connaissons. Donc il y a toujours possibilité, c'est au juge de le faire. C'est au juge véritablement de profiter de ces possibilités qui sont inscrites pour leur donner un contenu. Et donc pour donner véritablement une véritable valeur juridique certaine, ce n'est pas de l'incantation ou de la proclamation, c'est une véritable valeur juridique. Voilà, mais il y a aussi d'autres exemples. Et je dois dire aussi que cette idée de droit-créance, notamment en matière économique et sociale, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que là nous sommes dans le droit au logement, qui est un droit économique et social. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Et nous avons besoin de loi, ce n'est pas de liberté. La loi va affranchir, parce que c'est la loi qui va pouvoir donner, par des prescriptions précises sur la base des droits économiques et sociaux qui sont dans la Constitution, le droit de trouver du travail, le droit de trouver un logement, le droit de trouver de la santé, le droit à l'éducation. Et c'est la loi qui affranchit, ce n'est pas la liberté. En disant je ne fais rien, débrouillez-vous. Non, ça c'est l'oppression véritable. Et c'est véritablement le sens précisément de ce que nous pouvons dire à propos de cette Constitution qui le permet. Et même les limites de l'article 49, bien entendu, avec tout ce que je viens de dire, vous voyez très très bien que les limites à ces véritables droits et libertés sont en plus, avec toutes les conditions qu'il y a là-dedans, ne peuvent pas remettre en question la quintessence, l'essence de ces droits. Et il y a le contrôle de la Cour constitutionnelle qui est ici nécessaire pour garder précisément le cap vers la réalisation de ces principes relatifs aux droits fondamentaux et des libertés. La deuxième idée dans cette seconde partie, qui va être très longue, c'est ce que j'appelle une reconceptualisation de l'administration. Il y a une forme de reconceptualisation. Et la reconceptualisation de l'administration, j'ai parlé tout à l'heure de ce pouvoir des instances constitutionnelles indépendantes, du pouvoir local. Il y a ici un véritable pouvoir de l'administration à travers précisément ces instances, comme contre-pouvoir cette fois-ci. Ce n'est pas comme des organes de décision avec la participation des citoyens. J'ai parlé dans un premier temps des instances et du pouvoir local, c'est-à-dire qu'ils agissent de l'intérieur pour prendre des décisions. Mais ces instances et le pouvoir local, c'est aussi un moyen de contrecarrer précisément l'administration centrale et le pouvoir exécutif d'une manière générale par toutes ces possibilités qui lui sont offertes dans les deux chapitres. Et vous en avez tellement parlé, sur lesquels je ne reviendrai pas. Je voudrais tout simplement insister sur ce point. Et puis, il y a dans cette reconceptualisation de l'administration une administration qui est en voie de reconceptualisation, et un ministère, c'est le ministère de la Justice. Traditionnellement, service public, le ministère de la Justice. Et par des truchements procéduraux, des lois alambiquées, et un conseil supérieur présidé par, etc., le chef de l'exécutif, et le ministre de l'Intérieur, il est le ministre de la Justice, qui est le chef du ministère du parquet, c'est-à-dire que tout s'embrouille. Alors, je ne parle pas de la justice administrative, qui, on a d'ailleurs quelques exemples actuellement qui nous font véritablement penser à ça, et qui sont le Conseil supérieur de la magistrature, il est présidé par le chef du gouvernement, ce qui est quand même incroyable, c'est du moins dans l'esprit dans lequel la justice financière, la Cour des comptes aussi, elle est présidée. Donc vous voyez, donc, il y a ici une imbrication et la conceptualisation, c'est de véritablement. Quand j'ai vu la loi actuelle, le projet, sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui regroupe tout le monde, eh bien, je comprends qu'un député s'est adressé à Mohamed Salah, le ministre de la Justice,
pour lui dire, mais enfin, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous devez démissionner tout de suite, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez tout donné au Conseil supérieur de la magistrature. En fait, ce n'est pas lui qui a donné, c'est la Constitution qui lui a donné. Lui a fait tout simplement prolonger les décisions qui sont dans la Constitution, et c'est comme ça qu'il a répondu. Il a dit, moi je n'ai rien donné, c'est les constituants qui l'ont fait, et moi je suis en train d'appliquer, ni plus ni moins. Alors la recomposition qui a été faite elle-même, elle peut faire l'objet de véritables études pour voir un peu comment la notion de service public de la justice est totalement reconceptualisée comme élément d'un service public, d'un des grands services publics. Et ça mérite véritablement une étude approfondie pour voir où nous allons. Bon, nous sommes en train de discuter sur un projet. Le projet n'est pas encore terminé et il y a maintenant des tentatives de le vider un peu de l'idée que je viens. Mais peut-être que quand même, dans tous les cas, on va arriver probablement, j'imagine, à un équilibre qui sera toujours bénéfique à la justice. Et c'est là où j'arrive à la fin, c'est le renforcement de la justice comme ultime recours aux citoyens pour parler notamment de ce qui nous intéresse d'une manière directe, c'est-à-dire de la justice administrative et de la Cour des comptes. J'estime, et c'est pas simplement vrai, c'est la Commission de Venise, c'est beaucoup d'observateurs étrangers qui sont véritablement, ils ne croient pas que comment on a pu faire passer un texte pareil avec cette véritable, vous vous souvenez, on travaillait sur le texte, etc. Il a connu des hauts et des bas, puis finalement il est sorti, on peut lui trouver quelques défauts ici et là, incontestablement. Mais enfin, sur l'essentiel, quand vous voyez ce Conseil supérieur de la magistrature, eh bien véritablement, on peut dire que ça y est, la justice va véritablement. C'est fini, c'est une affaire qui relève d'eux, un Conseil supérieur de la magistrature composé de magistrats qui représentent 3 conseils supérieurs de magistrature sectoriels, les administratifs, judiciaires et financiers, la Cour des comptes. La Cour des comptes a été élevée. La Cour des comptes vivait dans, je ne sais pas, caché. Qui savait quoi elle servait? On pensait que c'est un organisme administratif interne qui fonctionne pour le compte de l'administration et de temps en temps il sort quelques rapports, etc., quand on veut bien les faire sortir, parce qu'ils sont confidentiels au président de la République. Maintenant, c'est ouvert et c'est une véritable autonomisation par rapport précisément au pouvoir exécutif et il n'a plus rien à voir. Et une véritable composition dans laquelle il y a un tiers, et c'est là probablement aussi on peut parler de cette citoyenneté qui entre précisément dans le pouvoir de décision à travers le tiers qui reste dans le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est pas composé de professionnels, qui n'est pas composé de magistrats, mais des gens qui sont non magistrats. Et donc, ils peuvent participer, et quand on voit le rôle qui est attribué au Conseil supérieur de la magistrature, depuis la nomination, les postes fonctionnels, tout ce qui concerne le mouvement, avec tous les principes d'inamovibilité, etc., qui sont prévus et qui sont organisés d'une certaine manière, avec tout ce qui concerne non seulement la carrière professionnelle des magistrats, mais en plus tout ce qui concerne la discipline aussi devant ce Conseil, ils sont véritablement, pratiquement loin de toute cette autorité que peut s'exercer pour eux. Lorsqu'ils décident de nommer le président de la Cour de cassation du tribunal administratif, eh bien, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui le décide. Le chef de l'État ou le chef du gouvernement ne peut que signer les décrets. Point barre. Il n'a rien d'autre à faire. Il est tenu, c'est un avis qui le lie. Et dans les autres cas, pour les emplois fonctionnels, c'est-à-dire qu'il doit se limiter à accepter les propositions qui lui sont faites. C'est-à-dire, véritablement, il y a une véritable rupture. C'est ça en quoi la Constitution introduit cette idée de rupture avec ce qui existait avant. C'est une véritable rupture. Il y a peut-être quelque part cette idée d'en parler là et au début en disant la continuité du droit administratif et la discontinuité du droit constitutionnel qui a été dite par le doyen Bedel. Je ne vais pas chercher à le concurrencer, je suis loin de concurrencer ou de dire, mais je peux dire que nous avons aussi une forme de discontinuité du droit administratif.
avec toutes ces innovations qui ont été introduites, et c'est la Constitution qui les a mises. Elle concurrence le pouvoir politique, elle concurrence le pouvoir exécutif traditionnel et classique. Le droit constitutionnel, bien entendu, ici, il n'est pas continu. Ici, il y a une rupture avec une nouvelle constitution, on peut penser comme ça, mais il y a une véritable vision nouvelle, un peu, du fonctionnement de l'État. Beaucoup ne se retrouvent pas dans cette constitution parce qu'elle les fait sortir de ce auquel ils sont habitués. On n'accepte pas. Comment ça se fait qu'il va avoir un pouvoir réglementaire? Mais enfin, c'est insensé. Si je fais ça, il faut prendre des règlements, des arrêtés, des machins sur le fonctionnement, des élections avec son groupe qui est avec lui, etc. Mais lui, il est nommé, en plus, il est nommé pour une période bien indiquée. Après, il quitte, mais il n'a même pas la qualité de fonctionnaire. Il est bon, bref. C'est-à-dire que finalement, tout ce système-là, la régulation, nous avons parlé, le pouvoir local aussi, on leur a donné aussi beaucoup de pouvoir. Donc tout cela, véritablement, donne une véritable transformation, quand même, sur laquelle nous pouvons dire que tout ce que la Constitution et l'administration, finalement, nous montrent probablement des choses qui n'ont... Elles ont été comprises par toute une très raison. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tout simplement essayé de mettre un peu d'ordre dans les idées pour présenter quelque chose de synthèse. Tout simplement. Je n'ai aucun mérite particulier, je ne fais que rapporter un constat de ce que nous ont dit pendant cette journée et demie, et je vous remercie pour votre présence.